Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur l'espace Agora pour cette deuxième conférence de l'après-midi organisée par BP Aura via sa marque la Banque de la Transition énergétique. Merci d'être venus assister à cette conférence. On va parler de méthanisation. Quelle perspective post-obligation d'achat? C'est donc notre deuxième conférence. Alors la méthanisation, c'est une solution qui a séduit pas mal d'agriculteurs ces dernières années, mais c'est vrai que le cadre réglementaire évolue. L'obligation d'achat du biométhane va prendre fin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quelles vont être les perspectives pour celles et ceux qui se lancent aujourd'hui? Et pour ceux qui ont déjà une unité en fonctionnement, quel avenir? Voilà, plein de questions qu'on va pouvoir aborder avec nos intervenants. Et vous voyez que je suis très bien entourée, puisque j'ai avec moi Thomas Filiatre, qui est chargé de projet chez Solagro. Bonjour, merci d'être avec nous. Pierre Larive, chef d'agence développement biométhane chez GRDF. Bonjour. Et Audin Soireau de la BTE, la Banque de la Transition énergétique, qui est responsable du service accompagnement ENR. Et c'est vous qui allez commencer. Audin, je vous laisse prendre le micro pour nous présenter justement la BTE et ses missions. Oui, alors je vais présenter la BTE rapidement. L'idée après, c'est de passer sur la partie méthanisation. Mais la BTE, ça a été créé par la BP Aura en 2020, donc ça fait 5 ans aujourd'hui, avec une idée principale qui était de donner du sens à l'épargne de nos clients. Et donc pour ça, on a créé des livrets d'épargne qui sont dédiés au financement de la transition énergétique et pour lesquels on garantit l'affectation de l'épargne qu'il y a sur ces livrets à des financements de transition énergétique, que ce soit des énergies renouvelables ou de l'efficacité énergétique. Mécaniquement, on a aussi sur la partie crédit, on a besoin d'expertise pour analyser ces demandes de financement, notamment sur la partie méthanisation qui n'est pas neutre. On a une partie de stratégie partenariale et c'est pour ça notamment que j'ai mes collègues à côté de moi pour pouvoir accompagner nos clients dans leur démarche de transition énergétique. L'idée, c'est de ne pas être seulement financeur et d'attendre que les clients viennent nous voir, mais de pouvoir leur proposer des solutions globales de financement. Et depuis 2020, on a fait des petits parce qu'il y a 6 autres banques populaires qui nous ont rejoints, à peu près du nord au sud et plutôt sur la partie est. Et on a d'autres banques populaires qui sont en négociation pour pouvoir intégrer cette marque et respecter un petit peu ces 5 pavés. Pour donner quelques chiffres, en 5 ans, on a collecté 460 millions d'euros d'épargne et ça nous a permis de financer un peu plus de 700 millions d'euros de crédit, ce qui est quand même assez important en 5 ans. Et l'épargne vient principalement de clients particuliers à travers des livrets d'épargne. Et sur la partie crédit, on a à peu près, on va dire à peu près 60% liés à la performance énergétique et environnementale. Donc on va retrouver tout ce qui est rénovation des bâtiments notamment. Et le reste, ça va être de la partie énergie renouvelable avec du photovoltaïque, de la méthanisation ou des centrales hydroélectriques. Ça, c'est une petite capture d'écran du site de la Banque de la Transition énergétique. C'est juste pour montrer que derrière les paroles, faut aussi pouvoir démontrer ce qui a été fait et comment l'épargne a été utilisée. Et donc, sur le site de la BTE, on publie des reportings financiers et notamment des pages projet par projet, des projets qu'on a financés pour pouvoir démontrer à nos clients qui ont déposé de l'argent sur ces livrets d'épargne comment leur épargne a été utilisée au sein du territoire Aura. On ne s'en rend pas forcément compte, mais l'impact carbone de l'épargne qu'on peut avoir est pas neutre. Et aujourd'hui, donc là c'était pour vous présenter 1000 euros d'épargne qui est placé sur des livrets de transition énergétique grâce aux financements qui sont faits derrière. Ça permet d'éviter en moyenne 280 kg d'émissions de CO2. Ce qui est assez important. Et donc sur tous les financements de la BP Aura, ça fait un peu plus de 121 000 tonnes d'économisées depuis 5 ans. Et voilà, pour vous donner quelques ordres d'idées, c'est à peu près 23 années de chauffage par mètre carré ou un trajet en voiture thermique de 1300 km. Si jamais vous êtes intéressé, je laisse le QR code quelques secondes. Le 16 octobre, on organise des webinaires sur des thématiques de la transition énergétique, que ce soit la mobilité ou les énergies renouvelables. Il y a pas mal de sujets. C'est le 16 octobre, c'est disponible donc en ligne, c'est gratuit et disponible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être client de la Banque Populaire. Et donc le QR code vous renvoie sur la page internet pour pouvoir vous inscrire au webinaire. Et sinon, vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Audin. Je vous laisse passer le micro à Thomas qui va prendre la suite. Oui, merci beaucoup. Oui, donc moi, je vais vous parler un peu de la question des perspectives post-obligation d'achat. Donc moi, je travaille pour Solagro. On est un bureau d'études, entre autres, spécialisé sur la question de la méthanisation.
On a eu à peu près, depuis le début de l'aventure méthanisation chez Solagro, un peu plus de 200 missions et on a accompagné à peu près 80 sites qui sont aujourd'hui en fonctionnement, aussi bien en injection qu'en cogénération. Et si je cite en deuxième plan la cogénération, c'est parce que effectivement, on arrive bientôt à l'échéance des premiers contrats de sites en cogénération qui bénéficiaient d'un tarif d'obligation d'achat, comme on dit dans le jargon. Pour mémoire, le premier date de 2006. Il a eu ensuite une version en 2011 et une dernière en 2016. Et ce qu'on a constaté au cours de ces années, c'est que sur une partie des sites, on avait des difficultés parce qu'on n'avait pas de système de compensation, on va dire, de l'inflation sur un certain nombre de sites qui généraient des difficultés de rentabilité, avec la question de, du coup, j'ai choisi un modèle économique qui est la cogénération. Qu'est-ce que je peux faire pour éventuellement aller vers un autre modèle, qui est le modèle de l'injection, qui à date fonctionne mieux d'un point de vue économique. Et donc on a beaucoup de sites qui s'étaient posé la question de passer de la valorisation du biogaz par cogénération à de la valorisation par injection, et c'était rendu quasiment impossible parce que le législateur avait prévu dans les contrats d'achat un système de pénalité. C'est quoi ce système de pénalité ? Pour faire simple, en gros, si on arrêtait son contrat avant son échéance, le législateur disait il faut nous rembourser l'argent public qui a été mis pour combler la différence entre le prix auquel on vous achète votre électricité et le prix auquel l'électricité est vendue sur le marché de gros, pour faire simple. Ce qui représenterait très vite des très grosses sommes, des centaines, voire des millions d'euros. Et donc, la filière a demandé au législateur, pour être notamment en cohérence avec un certain nombre d'objectifs environnementaux, de faire ce qu'on appelle sauter ces pénalités. Et c'est ce qui est arrivé le 8 septembre 2025 dernier, avec la sortie d'un arrêté qui permet aux sites qui bénéficiaient d'un tarif d'achat en BG16, donc issu de l'arrêté du 13 décembre 2016, de pouvoir résilier leur contrat sans pénalité. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas forcément suffisant. En effet, pour pouvoir injecter, il faut pouvoir épurer. Pour pouvoir épurer, il faut avoir un certain nombre de matériels qui sont relativement coûteux. Il faut pouvoir se raccorder au réseau ou de distribution ou de transport pour pouvoir injecter son biométhane. Et donc, il reste encore un certain nombre de sujets. Et puis, au-delà de ça, il y a la question de si j'ai plus de tarif d'achat, comment je commercialise mon énergie. Juste une petite diapo très rapide pour rappeler ce qu'il existe pour pouvoir vendre son énergie. En cogénération, historiquement, on avait le tarif d'achat. Il n'existe plus parce que le fameux arrêté du 8 septembre a en plus abrogé l'arrêté qu'on dit BG16. Donc aujourd'hui, on n'aura plus de nouveaux sites en France de méthanisation en cogénération qui pourront bénéficier d'un tarif d'achat. Le dispositif n'existe plus. Il a été abrogé par l'État. Pourquoi il a été abrogé ? Parce que l'État considère qu'on a aujourd'hui suffisamment de sources de production électrique dites décarbonées pour ne pas, et mieux disantes d'un point de vue économique, pour ne pas nécessiter de conserver ce dispositif. Donc, si aujourd'hui on produit l'électricité par cogénération et qu'on veut vendre en dehors du tarif d'achat, il y a des mécanismes qui existent au moins d'un point de vue réglementaire, que sont le PPA, ça veut dire Purchase, je sais plus. Bref, c'est un contrat de gré à gré. Je vais dire une bêtise, je vais me planter sur mon anglais. C'est en anglais. Comment ? En plus, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Mais je sais le dire pour le biogaz, mais pour l'électricité, j'ai oublié. Odin, tu te souviens ? PPA, oui, mais ça veut dire quoi, PPA ? Ah oui, Power Purchase Agreement. Merci, Odin. Et l'ACC, l'autoconsommation collective. Mais aujourd'hui, en fait, ces dispositifs-là, il faut être très transparent, ils n'existent que d'un point de vue théorique. Aujourd'hui, on n'a pas encore de retour d'expérience de sites de méthanisation en cogénération qui ont activé ce dispositif-là. Pour autant, on ne va pas avoir le choix. Il y a un certain nombre de sites qu'on ne pourra pas convertir à l'injection. Ce n'est pas possible pour des questions techniques, des questions économiques. Donc, on sait que dans les semaines, les mois qui viennent, ça, c'est un élément qui va être un peu,
on va dire, défricher. En attendant ça, ce que le législateur a prévu dans l'arrêté de septembre 2025, du 8 septembre, c'est que si on veut se convertir à l'injection dans le réseau, au gaz porté, au bio-GNV ou à la production de chaleur, on peut demander une exemption des pénalités liées au tarif d'achat. Sachant qu'en parallèle, pour la partie injection, quand on veut vendre son énergie, il reste le tarif d'achat pour les installations qui sont inférieures à 25 GWh, le CPB, donc ça veut dire certificat de production de biogaz, et le BPA, ça je sais ce que ça veut dire Biogas Purchase Agreement, donc c'est un contrat de gré à gré. Et c'est ces fameux CPB et BPA que les sites qui se convertissent à l'injection vont pouvoir utiliser pour vendre leur biométhane. Ce qu'il faut dire de manière très claire, c'est que le législateur, même si ce n'est pas très clairement écrit dans les textes, dans les messages qu'il fait passer à la filière, dit les sites en cogénération qui se convertissent à l'injection, ce n'est pas pour pouvoir bénéficier de tarifs d'achat, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que clairement, le législateur ne veut pas de ce système-là. Si on convertit en site en cogénération, c'est pour aller sur des contrats de gré à gré, des mécanismes dits extra-budgétaires, puisque les CPB et les BPA ne font pas appel à la finance publique. C'est des contrats de droit privé. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu l'état des lieux des choses, c'est-à-dire que vente de l'électricité, on a les mécanismes qui existent, mais aujourd'hui, on ne les a pas encore mis en œuvre, donc on ne sait pas quelles sont les limites. Et un point notamment, c'est le niveau de prix auquel on arrivera à vendre cette électricité. Et si on fait de l'injection sur un site qui précédemment a fait de la cogénération, eh ben, il peut utiliser le mécanisme CPB ou BPA. Je vais vous présenter dans le cours de la présentation quelques points de repère de chiffres qui correspondent en fait aux premières études qu'on a pu mener sur la réflexion de conversion de sites. Donc on a aussi bien des sites qui étaient sous le contrat dit BG11 que des sites de type BG16. Ils ont donc des âges différents. Vous verrez que l'âge du site a son importance. Alors, de prime abord, tout le monde pense à la question de l'usure du matériel, mais il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a notamment un sujet qui sera apporté par Odin dans la suite de la présentation, qui est le sujet financier. J'y reviendrai. Des sites de toute taille, 150 kW installés à 500 kW installés. Des sites individuels, des sites collectifs, des rations très hétérogènes. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la ration et en quoi ça a une importance? Tout simplement parce que quand on va vendre son biométhane via un mécanisme de CPB ou BPA, il va falloir que le site soit conforme à la réglementation RED 2. RED 2, c'est un moyen voire même RED 3 d'ailleurs, c'est un moyen de vérifier la durabilité de la production de biométhane. C'est un système de certification et qui, en fonction de la typologie de la ration, est plus ou moins facile à obtenir. Pour caricaturer, plus on a des flux en élevage, moins c'est difficile d'être certifié RED 2 ou RED 3. On a des sites qui sont, d'un point de vue juridique, intégrés ou non dans les exploitations agricoles. Ça peut avoir son importance parce qu'il peut y avoir des choix, on va dire, de gouvernance qui ont été faits à un instant T au moment de la création du site. Et les exploitants ont vieilli, se posent la question de la transmission, de comment est-ce qu'on fait quand les sites sont intégrés dans les exploitations agricoles, si on veut détacher le site de production de méthanisation de l'exploitation agricole parce qu'on repart pour 5, 10, 15 ans, il va y avoir des sujets juridiques qui vont se mettre en place. Et enfin, un des derniers points dans les typologies de sites qu'on a étudiés, c'est que certains sont très proches du réseau, d'autres beaucoup moins. Et puisqu'on parle de réseau, je vais passer la parole à Pierre. Merci Thomas. Eh ben, en effet, comme l'a évoqué Thomas, pour basculer une cogénération en injection, il faut bien entendu la raccorder au réseau de gaz. Alors, je me présente rapidement. Donc, moi, je travaille à GRDF. Donc, GRDF, c'est la société qui exploite les réseaux de gaz en France, les réseaux de distribution. Et je m'occupe du développement de la méthanisation sur le quart sud-est de la France. Je vais vous passer les chiffres rapides sur le réseau de gaz de GRDF, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, si je fais très simple, comment fonctionne le réseau de gaz en France? Vous avez le réseau de transport qui est exploité par Natran, c'est un peu les autoroutes du gaz. Et puis après, en dessous, vous avez les voiries nationales et départementales et communales du gaz que sont GRDF. Voilà, vous avez deux grands niveaux d'infrastructure.
Donc Natran pour le transport et GRDF pour la distribution qui est plutôt le local. Et dans tous les cas, si vous souhaitez basculer une cogé en injection, il faudra se raccorder sur un de ces réseaux. Alors, quelques petits rappels. Je m'excuse Thomas, je vais me décaler pour être en face, ce sera beaucoup plus simple. Quelques petits rappels. Il n'est pas indispensable d'être sur une commune alimentée en gaz pour se raccorder à un projet. Ça, c'est un élément important. Parce que vous pouvez très bien être sur une commune où il n'y a pas le réseau de gaz. Et si vous souhaitez basculer votre cogé en injection, on sera en capacité éventuellement de faire une extension longue pour venir jusque sur votre commune raccorder votre installation. Il n'y a pas de distance minimale ou maximale pour accueillir un projet. Dans les faits, il n'y a pas de distance en effet. Après, dans la réalité, il y a quand même un élément, c'est dans le modèle économique, comment on va être en capacité d'amortir les charges de raccordement et d'écraser ces charges dans le business plan. Donc bien entendu, plus vous êtes loin du réseau, plus le raccordement va coûter cher. Et en fonction de la taille de votre installation, vous allez être en capacité ou pas de payer un raccordement plus ou moins grand. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Mais il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut être à plus de 2 km ou à moins de 15. Enfin voilà, ça, ce n'est pas une règle qui existe. Alors, la présence d'un réseau de gaz ne garantit pas la capacité de ce dernier à accueillir un projet. Donc ça, c'est un élément important. C'est qu'il faut absolument vous rapprocher des opérateurs de réseau de gaz parce que ce n'est pas parce que le réseau de gaz passe devant chez vous que vous pourrez vous raccorder à ce réseau de gaz pour plein de raisons différentes. Ça peut être, par exemple, vous avez un petit projet et vous avez un réseau de transport Natran qui passe devant chez vous. C'est l'autoroute du gaz. Donc sur les autoroutes du gaz, il faut imaginer, on ne fait pas un raccordement comme on va le faire sur une voirie communale ou une voirie départementale. Premier exemple, où il peut avoir un autre exemple, vous avez un réseau GRDF qui passe devant chez vous, mais il peut arriver que ce réseau GRDF sature et ne soit pas en capacité d'accueillir votre production. Donc j'y reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer de quoi il en retourne. Et le porteur de projet choisit lui-même s'il se raccorde au réseau GRDF ou au réseau Natran. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une sorte de comité entre les deux opérateurs qui va orienter les projets sur un réseau plus qu'un autre s'il se trouve que vous avez les deux réseaux à proximité de chez vous. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il est important, si vous avez un projet de bascule en injection, de très rapidement vous rapprocher de votre opérateur de réseau, donc de GRDF. Vous allez sur notre site internet projet méthanisation GRDF et vous pouvez faire une demande de contact et on vous recontactera. Ou alors les bureaux d'études souvent nous connaissent très bien et savent faire le lien. Mais très en amont, dès le début, prenez contact avec nous pour connaître les modalités de raccordement au réseau. C'est très important de le faire en amont. Oui, pour ne pas se lancer dans un projet sans avoir validé ce point-là en amont. Exactement. La pire des choses, ce serait d'avancer dans son projet et de s'intéresser à ce point-là tardivement et de s'apercevoir qu'il y a une contrainte qu'on n'avait pas imaginée. Alors ça arrive parfois, hein, notamment des porteurs de projets qui ont un réseau qui passe devant chez eux et qui disent c'est bon, le réseau il est là, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc dans tous les cas, il faut nous contacter, d'autant plus que la démarche est gratuite. C'est ce que je mets sur le slide ici. Il y a 2 étapes incontournables. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse préliminaire. C'est une étape qui est gratuite, c'est-à-dire qu'on va étudier le raccordement de votre projet au réseau de gaz, vous donner une fourchette de coûts de raccordement. Ce n'est pas engageant de notre part, mais ça donne une fourchette qui vous permet de voir un peu où vous en êtes. Et puis, on vous donne aussi des éléments sur la capacité d'accueil qu'a notre réseau et voir si votre projet pourra se raccorder. Donc ça, je vous invite à le faire très tôt, à nous contacter très tôt pour avoir accès à cette étude gratuite. Et puis après, il y a une seconde étude qu'on appelle l'étude détaillée. Donc là, l'étude détaillée, cette fois, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on est vraiment sur des projets qui ont fait le choix d'y aller, qui vont payer une étude détaillée qui vaut 14 000 € hors taxe. Et cette étude détaillée, elle va vous permettre 3 choses. La première, c'est de connaître le prix du raccordement. Là, cette fois, c'est engageant de notre part. Donc on vous donne un vrai prix de raccordement. Et la deuxième chose, c'est de connaître la capacité d'accueil du réseau. Donc là, on va vous donner des éléments assez précis sur les capacités d'accueil. Et le dernier élément, ça va vous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle le registre de capacité. Le registre de capacité, c'est ce qui fixe les priorités à l'injection. Quand sur une zone, on a plusieurs projets en concurrence, c'est le premier arrivé dans le registre qui est prioritaire sur les projets qui arrivent derrière lui. Mais je reviendrai après sur ce registre. Autre élément important à avoir en tête, c'est que sur les coûts de raccordement, il y a un système de réfaction qui fait qu'on prend en charge
60% du coût de raccordement. Donc ça, c'est un élément très intéressant pour les porteurs de projets. Mais il faut avoir en tête que ces 60% sont plafonnés à hauteur de 600 000 euros. Donc en fait, il y a un effet de bord qu'il faut avoir en tête. C'est que quand on dépasse le plafonnement de 600 000 euros, on prend en charge la totalité du coût de raccordement. Souvent, le seuil, il va se situer aux alentours des 10 km. Voilà. Après, il faut regarder au cas par cas, mais 8-10 km, c'est à peu près là qu'on arrive à ce fameux effet de bord. Et là aussi, c'est intéressant de nous contacter très tôt. Ça vous permet d'avoir un prix, ou en tout cas une fourchette de prix très rapidement. Le fameux registre des capacités, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le registre de capacité, c'est quoi? C'est quand on rentre dans le registre de capacité, ça nous permet de fixer les priorités quand il y a plusieurs projets en concurrence sur un même réseau. Et donc, quand on rentre dans le registre, on a un certain nombre de jalons à respecter, de points de passage obligatoires qui permettent de garantir que votre projet est un vrai projet qui avance et donc que ce n'est pas un projet qui est rentré dans le registre juste dans l'optique de bloquer des capacités. Il faut faire la preuve qu'on a un vrai projet et qui avance. Donc en fait, il y a différents jalons à passer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces jalons, mais là aussi, le contact avec l'interlocuteur de GRDF vous permettra d'avoir le maximum d'informations sur ce point qui est quand même important dans le déroulé de votre projet. Alors après, sur le raccordement, moi je voudrais revenir sur un petit élément important. C'est que, vous voyez là, il y a un réseau de gaz sur la carte. En haut, ce que j'explique, c'est que vous avez les réseaux de transport, donc les autoroutes du gaz à 67-80 bars. Et puis après, vous avez le réseau de distribution avec des pressions plus basses. Ce que vous voyez sur la carte en orange, c'est le réseau GRDF. Et on a un petit méthaniseur là qui veut se raccorder sur une commune. Peu importe la commune. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce que je voulais évoquer par rapport aux capacités d'accueil du réseau. C'est qu'en fait, quand on regarde le graphique suivant, ce que vous voyez, les grands pics, là, c'est les évolutions de consommation de gaz du réseau entre l'été et l'hiver. On est dans un pays thermosensible, donc l'hiver, il y a une très forte consommation de gaz, alors que l'été, elle est beaucoup moins importante. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Et quand on est en méthanisation, en fait, un projet de méthanisation, ça produit toute l'année la même quantité de biométhane, 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que parfois, la production est supérieure à la consommation du réseau. C'est le cas qu'on voit ici. Et en fait, quand on rencontre des cas comme ça, le travail des opérateurs de réseau, c'est de trouver des solutions. Et en l'occurrence, sur le cas que j'évoque, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a fait un maillage en bleu entre deux réseaux pour augmenter la zone de consommation. Et donc, on fait monter vers le haut la quantité de consommation du réseau. Et ce qui fait que du coup, la courbe du méthaniseur, on voit, elle est tirée vers le bas. Et en fait, il y a moins de production de biométhane que de consommation. Donc, du coup, dans le cas présent, grâce à ce maillage, le réseau est en capacité d'accueillir la totalité du biométhane. Donc, encore une fois, je vous mets cette explication juste pour se rendre compte que ce n'est pas parce que vous avez le réseau à côté de chez vous que c'est facile de raccorder un projet. Et il faut donc venir nous voir le plus tôt possible. En fait, s'il y a une chose à retenir par rapport au raccordement, c'est uniquement ça. Venez nous voir le plus tôt possible. On vous fera une analyse préliminaire gratuite et ça permettra de vous donner tous ces éléments de réponse que vous voyez là. Je vous montre vite fait un deuxième exemple, mais c'est l'exemple des rebours, c'est qu'on peut arriver même à des schémas où plutôt qu'un simple maillage entre deux réseaux, on va mettre un compresseur qui va remonter le gaz sur le réseau de transport quand on a des saturations. Donc là, c'est le cas encore d'un renforcement, un cas encore différent. Voilà, donc retenez de ce que je viens de dire, vraiment, venez nous voir le plus tôt possible. Et si vous cherchez un interlocuteur, soit vous passez par vos bureaux d'études, soit sinon, vous allez sur Projet Méthanisation et vous faites une demande de contact et on vous recontactera, quel que soit l'endroit où vous êtes en France. Thomas, je vais te laisser dérouler la suite pour le modèle économique. Merci Pierre. Oui, donc là, l'idée, en fait, c'est de... Non, c'est bon, je peux... L'idée, c'est d'essayer de vous redonner quelques grands points de repère sur ce sujet de la conversion. Les chiffres que je vais vous présenter, ils s'appuient sur, certes, des cas concrets, des cas sur lesquels on a travaillé ou on est en train de travailler. Ce qui ressort de ces premières études, c'est que on a du mal à standardiser une approche. C'est-à-dire que chaque site est différent, chaque site a ses avantages et ses inconvénients. Néanmoins, on a quand même des grands points qu'on peut garder en tête. C'est que si on veut convertir un site qui est en cogénération à l'injection, le premier investissement qu'on a obligatoirement, c'est l'épurateur.
Ça, je pense que tout le monde peut l'avoir en tête. Et en termes de coût d'investissement, on parle de 900 à 1 400 000 euros d'investissement. Donc, c'est quand même pas négligeable. Pierre vient d'en parler, il y a le coût du raccordement, voilà, qui varie en fonction de la distance. Et puis, pour certains sites qui valorisaient la chaleur issue de la cogénération, il y a la question de trouver une alternative pour cette production de chaleur. Parce que bien souvent, ce qui va se passer, notamment pour les sites là, qui veulent résilier leur contrat d'achat, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de retirer le cogénérateur du site de méthanisation. C'est une des conditions qui a été posée par le législateur. C'est-à-dire que si je demande une résiliation anticipée, que je demande à ne pas avoir à payer de pénalité pour cette résiliation anticipée, la contrepartie, c'est qu'il faut, passez-moi l'expression, virer le cogénérateur. Or, le cogénérateur, il cogénère de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Il va falloir trouver une alternative de production de chaleur pour ces sites qui valorisaient la chaleur issue de la cogénération. On avait la conversion implique obligatoirement. On a souvent la question de la mise aux normes du site. Les prescriptions générales des installations classées pour la protection de l'environnement 2780 auxquelles sont rattachés les sites de méthanisation ont été modifiées il y a quelques années maintenant. Et pour certaines de ces modifications, elles étaient rétroactives. Et les sites devaient se mettre aux normes. Il y a un cas emblématique dont beaucoup ont entendu parler, c'est la question de la rétention. Et notamment de son étanchéité. Certains sites de cogénération, je l'ai dit au début de mon propos, souffraient de difficultés économiques, ils n'avaient pas forcément les moyens de se mettre aux normes et ont un peu laissé les choses couler en se disant on verra ça plus tard. Quand on va faire une mise aux normes du site liée à sa conversion à l'injection, eh ben, on ne va pas avoir le choix, il va falloir montrer patte blanche à l'administration, il va falloir faire ces investissements. Parce que bien souvent, on va être obligé de se mettre à jour auprès de l'administration, soit par un simple porté à connaissance, soit par carrément le fait de déposer un tout nouveau dossier ICPE. Et donc, voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Au-delà du coût du dossier en tant que tel, il y a les conséquences investissements que cela va représenter. Et enfin, pour les sites, notamment les sites de plus petite taille, qui n'auraient pas la taille critique pour accéder à cette possibilité de recourir à l'injection, il va falloir prévoir un agrandissement. Nous, on a notamment chiffré un cas où l'agrandissement, c'est 2 millions d'euros. Donc, il faut l'intégrer dans le business plan, dans l'organisation du chantier, dans un certain nombre de choses qu'on va revoir ensemble. Alors, le premier site que je voulais vous présenter, c'est un site assez classique en cogénération, 250 kW, c'était un BG16, avec un coût de raccordement après la réfaction dont parlait Pierre, qui s'établit à 290 000 euros, ce qui n'est pas... objectivement par rapport à ce qu'on peut voir, ce qui n'a rien d'insurmontable, c'est des coûts qu'on voit assez classiquement. Mais quand on simule le point mort, ou en tout cas le seuil de rentabilité qu'on veut atteindre, ça veut dire qu'il faudrait que le site injecte à peu près 120 normomètres cubes heure. C'est globalement 2 fois sa puissance actuelle. Donc ça veut dire que dans ce cas précis, si on veut se convertir à l'injection, ça veut dire qu'il faut que j'ai une augmentation de capacité. Et donc l'interrogation qui va se poser, et c'est l'avant-dernier point de la diapo, c'est les intrants. C'est-à-dire qu'il va falloir le nourrir, le site de méthanisation. Et donc ça peut poser des difficultés, ou en tout cas, il va falloir se pencher sur la question. Le côté positif, c'est que globalement, ce qu'on observe, c'est que ces sites qui se sont lancés il y a quelques années, il y a eu des évolutions dans les exploitations. On voit plutôt une tendance à l'agrandissement des exploitations parce qu'on a du mal à trouver des successeurs sur un certain nombre d'exploits. Et donc, il est possible que les sites aient grandi depuis le lancement du projet de méthanisation. Et donc, finalement, ce n'est pas forcément éliminatoire que de se dire il faut que je double ma capacité. Si ça se trouve, en fait, quand on se penche, on a la capacité d'avoir les intrants à disposition. Mais c'est un point d'attention extrême. Parce que si on se trompe sur cette évaluation, le risque, c'est d'imaginer résoudre un problème économique lié à la cogénération et en avoir un autre parce qu'on a un site 2 fois plus gros, certes, qui fait de l'injection, certes, mais on n'arrive pas à le nourrir. Voilà. Et un point de vigilance, on en reparlera avec Odin d'ici quelques instants, c'est le capital restant dû de l'emprunt initial. Donc c'est un site qui a
qui a son historique, pour lequel il y a eu un premier investissement, le capital restant dû, en fait, il va venir se mettre dans une ligne du business plan et ce capital, il va falloir continuer à le rembourser. Le banquier, il ne va pas dire c'est cadeau. Enfin, non, je ne crois pas. Donc, du coup, voilà, il y a cet élément-là à prendre en compte et c'est un point qui n'est pas négligeable parce que c'est un peu, virtuellement, si vous voulez, c'est comme si, une fois qu'on a fait tout notre calcul de réinvestissement, on rajoutait 1 300 000 euros au taux d'emprunt prêt, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire qu'il faut que le business plan il soit capable de le supporter. Aujourd'hui, ce n'est pas un site qui va se convertir à date, dans le sens où la question de l'approvisionnement, elle n'est pas réglée pour ce site-là. Donc, il va falloir qu'il continue à travailler tout en cherchant des solutions pour améliorer la santé économique de son site. C'est-à-dire qu'il est obligé de mener 2 réflexions en parallèle. C'est à la fois se projeter sur l'après, mais en même temps, il doit résoudre son problème de maintenant. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Surtout que, globalement, pour certains, l'injection était un peu l'Eldorado et ils s'étaient dit de toute façon, je ne peux pas le faire parce que juridiquement, je ne peux pas, ou alors il faut que je paye des pénalités. Et maintenant qu'il peut le faire et qu'il se pose vraiment, qu'il réfléchit vraiment, il se dit ah ouais, mais en fait, il y a tout ça à penser, tout ça à financer. Et là, c'est un peu pour certains la douche froide. Il faut être clair. Un site un peu plus facile parce que plus de facteurs de succès dans sa manche. C'est un site en cogénération de 500 kg, un BG11, avec très peu de coûts de raccordement, 130 000 euros. L'investissement est somme toute très limité parce que, pour caricaturer, on a à peine que l'épurateur et quelques travaux connexes, mais le site était déjà bien aux normes. Pas besoin d'aller chercher d'autres intrants parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter la puissance par rapport aux attendus économiques et un capital restant dû qui, s'il reste conséquent, est tout à fait viable. Et donc ça, c'est un site qui va se convertir à l'injection en vendant son biométhane par CPB. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait intervenir dans les semaines qui viennent. Troisième exemple, alors ça, c'est un cas un peu particulier. Pourquoi c'est un cas particulier? Parce qu'il est à un peu plus de 30 km du réseau de gaz. Donc, a priori, il faut se dire, non, ce n'est pas jouable, c'est impossible. Sauf que les personnes qui sont à la tête de ce projet ont pris une carte avec GRDF et ils ont regardé. Bon, voilà, globalement, le réseau, il est là. Moi, je suis là. Et il se trouve que là et là, donc entre les deux, j'ai au moins 2 sites en cogénération qui ont une taille critique a priori, qui pourraient être intéressés par la conversion à l'injection. Et donc là, il y a une discussion qui s'est engagée avec l'opérateur de réseau, donc GRDF en l'occurrence, et les 3 porteurs de projet pour mettre en œuvre une démarche de mutualisation du raccordement, ce qui permettrait en fait individuellement de faire baisser ce coût et peut-être de rendre beaucoup plus facilement accessible à la conversion à l'injection le site. On a quand même un point qu'on n'a pas encore tranché dans le cas de ce projet-là, c'est la question de la chaleur que j'évoquais, parce qu'ils font beaucoup de séchage de fourrage avec la cogénération et que s'ils passent à l'injection, comme ils sont dans le cas d'une résiliation anticipée, ils ne pourront pas garder leur cogénérateur. Je tiens à préciser qu'un site en cogénération qui ira au bout de la durée de son contrat initialement prévu, il pourra garder son cogénérateur dans le cadre de CPB pour valoriser l'électricité ou la chaleur. Ce n'est pas du tout un problème. Dans le cas d'une demande de résiliation anticipée, ce n'est pas possible. Il faut que le cogénérateur sorte de l'unité de méthanisation. Donc, comme je le dis, là, c'est un site qui est encore en réflexion. Et dernier exemple, et qui est en lien avec mon propos, je disais qu'au début, c'était quasiment impossible de résilier son contrat avant l'arrêté du 8 septembre. On a quand même quelques cas en France qui ont eu lieu parce qu'il y avait une clause qui existe toujours, qui était prévue par le législateur, qui était la demande de résiliation anticipée parce que c'est plus possible d'exploiter le site, soit pour des difficultés techniques, soit pour des difficultés économiques. Et moyennant de bien justifier auprès du préfet de région cette grosse difficulté dans laquelle ils sont, le préfet pouvait de manière dérogatoire permettre de ne pas payer ces pénalités. Et nous, on a accompagné un site qui est allé dans cette voie-là et qui, du coup, aujourd'hui, est un site qui fait de l'injection parce qu'à l'époque, le préfet avait jugé
que effectivement le site n'était plus en capacité d'exploiter dans de bonnes conditions. Je vais passer la parole à un des acteurs essentiels de ce genre de questions. On a parlé du réseau de gaz, et il va falloir aussi aller voir le banquier, parce qu'il va falloir lui demander des sous. Alors, est-ce que Odin, tu donnes de l'argent ou pas? Alors effectivement, ouais, je veux bien, s'il te plaît, histoire de ne pas oublier. C'est bon, merci. C'est vrai que là, vous allez aller voir le banquier en lui disant il me reste encore potentiellement, on a vu 1 million et quelques de crédits à rembourser. Il faudrait remettre un petit peu au panier parce que je prévois de modifier mon unité, qui des fois en plus était potentiellement un peu en difficulté, et on nous demande de rajouter X millions d'euros. Donc mécaniquement, on va avoir un œil assez attentif sur ces sujets. Et malheureusement, souvent, on vient voir le banquier de manière assez tardive. On a regardé la partie réseau, on a regardé la partie construction, le matériel qui va être installé, etc. Et puis une fois que tout est bouclé, on vient voir le banquier. Et puis en fait, à ce moment-là, on se rend compte que le banquier, il a des exigences. Il a des exigences sur les constructeurs, il a des exigences sur le matériel qui va être installé, il a des exigences sur les études qui vont être réalisées, on en a parlé tout à l'heure, mais sur la maîtrise des intrants. Il va avoir des exigences en termes de remboursement de crédit et de marge de sécurité sur le remboursement de crédit, et qui ne sont pas toujours soit pris en compte en amont dans les business plans qui ont été délivrés aux porteurs de projet, soit des hypothèses qui sont prises en compte différemment de ce que nous, on attend côté banque. Je prends un exemple tout bête, l'inflation des charges d'exploitation. Quand on a plusieurs centaines de milliers de charges d'exploitation tous les ans à payer, qu'on prenne une inflation à 1% ou à 2%, ça a quand même des impacts qui ne sont pas neutres pour le remboursement du crédit derrière. Et en fonction des paramètres qu'on met, ça peut être des projets qui, sur le papier, potentiellement se financent, mais quand on va voir le banquier, qui n'a pas forcément les mêmes paramètres, ne se finance plus, et donc va nécessiter soit des durées de financement un peu plus longues, soit des apports complémentaires. On a un élément aussi important, ça va être aussi sur la partie sécurisation de la vente du biométhane. Tu parlais des CPB tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, je crois que réglementairement c'est jusqu'en 2027, 2028. La trajectoire est jusqu'en fin 2028, ce qui veut dire que si vous signez un CPB avec un opérateur sur 10 ans, par exemple, que la réglementation change à partir de 2028, automatiquement, en fonction de comment le contrat a été organisé, le contrat de CPB peut tomber, et donc on n'aura plus de garantie de vente du biométhane derrière. Pour nous, ça, côté banque, c'est assez problématique. Et donc, on a besoin d'avoir une vision sur la pérennité des dispositifs d'achat du biométhane, sur quelle durée, à quel prix, est-ce que c'est garanti. Et si ce n'est pas garanti, quelle solution on trouve pour pouvoir compenser ça et faire un financement sur 10 ans ou 15 ans, par exemple. Une visibilité aussi sur la durée de vie des équipements, j'en ai pas parlé, chose importante aussi, à la fois sur le matériel, mais aussi sur les cuves circulaires. On avait des cuves qui étaient prévues, en tout cas au début peut-être pour durer 15 ans. Moi, côté banque, je ne sais pas si la cuve est en capacité de durer 20 ans ou 25 ans. Donc souvent, on va se retourner auprès de bureaux d'études pour avoir des audits qui vont pouvoir nous confirmer que le matériel qui est présent sur site et qui va être gardé est en capacité d'avoir une durée de vie qui couvre au moins la durée du financement qui nous est demandé. Les liens contractuels, j'en ai parlé. Et donc l'enjeu, ça revient dans ce que j'ai dit, mais l'enjeu dans la négociation du contrat de vente de biométhane que le porteur de projet va faire avec l'acheteur, justement, va reposer sur un prix d'achat. Est-ce qu'il est fixe, pas fixe? Est-ce qu'il est indexé, pas indexé? Est-ce qu'il est variable? Sa visibilité dans le temps, la durée d'engagement du contrat. Si on a un contrat de vente pendant 5 ans, moi, côté banque, je ne vais pas pouvoir, en tout cas très difficilement, financer sur 10 ans parce que je n'aurai qu'une vision d'un chiffre d'affaires sûr pendant 5 ans. La question, c'est OK, mais de 5 à 10, qu'est-ce qu'on prend comme hypothèse? On ne sait pas à quel prix sera vendu le biométhane à ce moment-là. Et les différentes clauses qui portent sur les engagements dans le contrat, à la fois l'engagement du producteur envers l'acheteur et de l'acheteur envers le producteur, et par exemple aussi des clauses de sortie de contrat. Est-ce que l'acheteur de biométhane peut sortir du contrat? Et dans ce cadre-là, s'il sort, OK, mais est-ce qu'il verse des pénalités au producteur qui lui a un crédit à rembourser derrière? Tout ça, c'est des éléments qu'on va regarder de manière assez précise. C'est pour ça qu'il faut venir nous voir le plus tôt possible côté banque
parce qu'on a des critères de financement à prendre en compte le plus tôt possible aussi dans votre projet. Un peu comme GRDF, venez nous voir le plus tôt possible, ça facilitera la vie de tout le monde globalement. Et qui on voit en premier alors? GRDF. Et autre point aussi, c'est aussi de tester le banquier. La méta, c'est pas forcément simple à financer. C'est pas parce que votre banquier vous a accompagné la première fois et qu'il vous a accompagné sur d'autres investissements qu'il aura envie ou possibilité de vous accompagner sur ce nouvel investissement. Donc il faut que vous sachiez aussi très tôt si votre banquier va vous suivre ou si vous allez avoir besoin de vous orienter vers un autre acteur. Et je te relaisse la parole, Thomas. Oui, alors juste un point assez classique, mais c'est vrai pour tous les projets, hein, qu'ils soient en conversion ou pas en conversion. Forcément, quand on parle méthanisation, on va parler des intrants. Ça, je l'ai déjà évoqué. Il ne faut pas oublier non plus la question du digesta, parce que si on a augmenté la quantité d'intrants qu'on fait rentrer dans le méthaniseur, ça veut dire qu'on va augmenter la quantité de digesta qu'on va avoir à épandre. Et donc, on sait que dans certaines zones, ça peut être un sujet de tension, de disponibilité de surface ou autre. Donc, c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête pour éviter de se retrouver là aussi dans des difficultés. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir un bureau d'études le plus tôt possible. Non, je plaisante. Mais n'empêche que, je pense que pour ceux qui exploitent déjà des sites de méthanisation, ils savent à quel point c'est un sujet à la fois complexe et en même temps avec plein de briques imbriquées. C'est une jolie répétition. Et donc, ouais, c'est important d'essayer d'avoir aussi une prise de recul. Ce dont on se rend compte, c'est que des sites qui exploitent depuis très longtemps sont venus nous voir alors qu'ils ont l'expérience en se disant à un moment, moi j'ai besoin qu'on m'aide à sortir la tête du guidon et à réfléchir avec les bonnes hypothèses. Que, effectivement, je connais mon site, je connais mes intrants, je connais mon digesta, je connais mon parcellaire, mais là en fait, je vais repartir pour 5, 10, 15 ans. C'est quasiment un nouveau projet. On va reposer des hypothèses, un élément essentiel sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté. C'est que le CPB et le BPS sont des contrats de droit privé. Ça veut dire que c'est une négociation entre un acheteur et un producteur de biométhane. On n'a plus les modèles de contrats qu'on connaissait quand on était en tarif d'achat. Et donc là, c'est des négos avec des gens qui ont en interne des juristes extrêmement compétents qui vont vouloir défendre les intérêts de l'acheteur, ce qui est tout à fait normal. On voit qu'il y a un changement de posture à avoir de la part des producteurs et de ne pas hésiter à se faire accompagner, notamment par des avocats. Alors, les avocats dans le monde agricole, on ne les voit pas souvent. Quand on les voit, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Là, en l'occurrence, si, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je vais repartir sur un projet et que j'ai un sachant à côté de moi qui va m'aider à défendre mes intérêts. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que si cette partie-là n'est pas faite, au moment où vous allez voir mon voisin de droite, il va regarder votre contrat et il va dire hors de question pour telle et telle raison. Donc, encore une fois, il vaut mieux l'anticiper. Donc, on a un petit running gag là. Chacun d'entre nous, on vous a dit venez nous voir le plus tôt possible. C'est à la fois une source de plaisanterie, mais une réalité. Et la conclusion de tout ça, c'est il ne faut pas se précipiter. Vraiment, ce qui ressort, et c'est un avis partagé très largement dans la filière, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut se laisser le temps de réfléchir, de poser les choses, de prendre les bonnes décisions. Il faut accepter d'être accompagné. Alors oui, ça a un coût, clairement, faut se le dire. Ça coûte de l'argent d'être accompagné par des professionnels, mais c'est de l'argent qu'on investit. On investit de l'argent pour notre projet. Alors effectivement en amont, mais on l'investit parce que ça doit nous permettre d'avoir un projet encore plus robuste. Un point de détail, mais bon, je voulais quand même le citer, c'est que quand on fait la mise aux normes, bien souvent, c'est aussi l'occasion, quand on fait une conversion à l'injection, on se rend compte que c'est aussi pour certains l'occasion de se mettre aux normes, notamment sur la couverture des stockages de digesta liquide pour éviter l'émission du biogaz résiduel. Et donc, ça fait un peu d'une pierre deux coups. Les observations générales, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le point de vigilance sur le contrat de CPB, qu'il ne faut pas imaginer que l'exonération va se faire toute seule, c'est sur justificatif auprès du préfet. À date, clairement, on n'a pas la liste de ces justificatifs, on ne les connaît pas encore. La DGEC doit revenir vers la filière en disant, voilà, si vous voulez déposer un dossier, voilà la liste de pièces qu'on va vous demander.
On est encore en phase de négociation sur certains points. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, la cogénération, il va falloir l'arrêter et la démanteler, la sortir du site. Nos amis du ministère n'avaient pas imaginé qu'on ne pouvait pas demander la résiliation en prouvant qu'on avait retiré le cogénérateur, parce que comme on ne sait pas ce que va nous dire le préfet, bah nous, le site, il continue à tourner. Donc le cogénérateur, il faut qu'il continue à tourner. Et pendant toute la phase de développement du projet, il faut que le cogénérateur continue à tourner. Donc voilà, c'est des petits points où on essaye de voir comment ça peut se passer. Pas imaginer que convertir à l'injection, c'est encore une fois un Eldorado. Parfois, ça ne marche pas économiquement. On aura beau essayer d'avoir mis les choses en place, bah, ce n'est pas possible. Pas oublier qu'il y a des solutions qui existent de type gaz porté. Il me semble qu'il y a un acteur qui est présent sur le salon qui s'appelle Metagora, pour ne pas le citer, qui fait ce genre de solution. Il y a peut-être d'autres acteurs. N'hésitez pas à vous renseigner si vous vous rendez compte que l'injection classique n'est pas forcément évidente. Et puis, pour conclure, le fait que les solutions pour les sites non éligibles à l'injection, elles ne sont pas forcément évidentes. On a encore besoin de défricher, de monter en compétences via l'autoconsommation collective et les contrats qu'on disait PPA. Voilà, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit déjà. Je sais qu'il y a d'autres conférences qui suivent. Puis on va prendre quelques questions. Voilà, exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour tous ces éclairages. Est-ce que quelqu'un dans le public veut prendre la parole, poser une question, réagir? Je vais venir vers vous avec le micro. Bonjour, je voulais une précision. La conversion, on peut l'envisager pour des sites, une taille minimum d'un site de méthanisation au départ? Oui. Il y a une taille minimum globalement. Alors, c'est compliqué. Je vous ai dit qu'on avait du mal à standardiser nos réponses et globalement, là, ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, c'est que en dessous de 110 normomètres cubes heure, c'est compliqué. 110 normaux, c'est en gros un peu plus, c'est un gros 400 kW électrique installé. Peut-être qu'avec des solutions de type gaz porté, on peut peut-être descendre un peu le seuil, mais descendre en dessous des 100 normaux, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, ça va être... Moi, il y a chaque acteur a un peu sa réponse là-dessus, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais entendu un acteur annoncer être en capacité de convertir une cogé en injection en dessous de 250 kWh électrique. Voilà. Je pense que Thomas, avec ce qu'il annonce, il prend une petite marge. Voilà, 300, 250, mais en dessous de 250, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'était rentable. Et ne faut pas que ce soit une valeur standard, parce qu'il va falloir le 250 kW, on y arrivera peut-être une ou deux fois, mais aujourd'hui, hein, juste pour remettre un élément de contexte national, la puissance moyenne installée des sites en cogénération en France, elle est de 400 kW. La médiane est à 250 kg et il y a environ 1000 sites. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 500 sites qui font de 0 à 250 kW et on sait pertinemment que ce sera une minorité de 250 kW qu'on arrivera à convertir. On n'arrive pas à chiffrer aujourd'hui, mais je pense que si on veut se donner une valeur un peu cible, il vaut mieux se dire rester sur la valeur que j'ai donnée 110, 120, 100 avec des solutions particulières et de manière très exceptionnelle 250, 300 kW installés. En dessous, ce sera compliqué. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou réagir? Ils sont timides. Ah non. Bonjour. Alors, je ne suis pas forcément spécialiste du sujet, mais du coup, ça m'amène à penser, si on veut se convertir en injection, ça veut dire que le marché du gaz est porteur et à quel point? Parce que là, du coup, si je comprends bien, c'est que l'électricité, les prix, on n'a plus les garanties d'achat, les prix descendent et donc du coup, en cogénération, ça devient de moins en moins rentable et c'est de plus en plus difficile. Mais quelles sont les perspectives de stabilité du marché du gaz? Ça se trouve, vous n'avez pas les éléments de réponse, mais pour lever autant d'investissements et vraiment convertir son projet, il faut aussi avoir des perspectives stables dans ce sens-là. C'est une excellente question. On n'est pas rentré dans le détail. On a parlé de CPB, les certificats de production de biogaz.
Le CPB, c'est un mécanisme qui a été créé par l'État qui donne des objectifs à ce qu'on appelle des obligés. Donc, c'est des fournisseurs de gaz. Ces fournisseurs de gaz, c'est lesquels? C'est ceux qui fournissent au résidentiel et au tertiaire. Et eux ont une trajectoire qui commence le 1er janvier 2026, qui s'arrête le 31 décembre 2028, qui leur dit la part de biométhane qu'ils doivent avoir dans leur approvisionnement général. Donc ça, c'est un objectif qui est fixé par l'État. S'ils n'atteignent pas cet objectif-là, ils ont une pénalité de 100 € du mégawattheure manquant. Donc en fait, compte tenu des volumes qui sont en jeu aujourd'hui au niveau du marché résidentiel et tertiaire, compte tenu de l'état du marché de la méthanisation, compte tenu d'un certain nombre de choses, a priori, si ce mécanisme CPB perdure, avec des ambitions que l'État nous dit hautes, une sécurisation des contrats, on devrait pouvoir y arriver et on devrait pouvoir monter des business plans robustes. C'était un peu le message qu'on essayait de faire passer, c'est que l'idée, c'est que pour lever de la dette, il va falloir sécuriser son business plan. Et pour sécuriser ce business plan, aujourd'hui, on s'appuie sur ces éléments-là. Donc, pour répondre à votre question, il y a des objectifs de réduction de consommation de gaz, ça c'est certain, mais il y a aussi en parallèle des objectifs de conversion du gaz naturel vers le biométhane. Donc, in fine, quand on regarde les trajectoires, il n'y a pas d'inquiétude particulière sur le fait que le mécanisme CPB, s'il perdure, permette cette économie de marché. Merci, c'est bon pour vous? Ce mécanisme, vous avez dit qu'il est garanti jusqu'en 2028. Et quand vous dites s'il perdure, c'est qu'il y a des indicateurs qui montrent que c'est amené à être reconduit? Alors, en gros, ce que dit la DGEC, donc la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, dit aujourd'hui, nous, on a envie de mettre le pied sur l'accélérateur. Pour autant, ils font preuve de prudence parce qu'ils ne savent pas, comme c'est un mécanisme récent, hein, les textes qui ont mis en place les CPB, la fin de publication, c'était l'été dernier. Donc là, on est encore dans une phase d'appropriation. La question contractuelle qui a été évoquée par Odin ou que j'ai évoquée entre le producteur et l'acheteur fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de cas précis, réels de contrats signés. Mais pour autant, la DGEC dit, nous, on veut appuyer sur l'accélérateur. Alors nous, on dit très bien, mais les acteurs ont dit, mais nous, on a besoin de la visibilité, de voir ce qui va se passer. Oui, mais on ne veut pas aller trop vite. Donc là, en fait, on attend une mission de la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, qui doit rendre un rapport à la fin de l'année 2025 pour faire une évaluation de la mise en place du dispositif. Et à l'issue, la DGEC nous a promis, croix de fer, qu'ils allaient nous donner la trajectoire. Vous n'êtes pas sans constater depuis quelques mois, semaines, jours que c'est quand même un joyeux bazar et que les hauts fonctionnaires, ils sont aussi dépendants du message politique et que aujourd'hui, on n'a aucun engagement formel. Pour autant, on n'a aucun indicateur, à l'inverse, qui laisse à penser que ça va être abandonné. À date, c'est simplement qu'on doit faire preuve de prudence et que quand on en parle avec les producteurs, on se doit tous, chacun tant qu'on est, de dire attention, voilà, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de points qui ne sont pas encore tout à fait réglés. Moi, je vais compléter la réponse, mais je ne sais pas si dans votre question, ce qu'il y a derrière, c'est quoi l'avenir du gaz aussi à plus ou moins long terme. J'ai l'impression qu'il y avait un peu ça dans votre question. Comme je ne maîtrise pas trop ces choses-là, je me dis que les tarifs de rachat sur l'électricité se sont arrêtés. Pourquoi ces mécanismes de soutien sur le gaz, pourquoi ça perdurerait alors que sur l'électricité, ça n'a pas perduré? Alors, sur l'électricité, ça n'a pas perduré en grande partie parce qu'il y a d'autres solutions de production ENR avec des prix qui sont très compétitifs, comme le photovoltaïque ou l'éolien, par exemple, ou même l'éolien offshore. Donc je pense que ça, c'est un élément de réponse, c'est qu'à un moment donné, l'électricité produite à partir de biogaz était assez chère. Alors vous pourriez me répondre, oui, mais alors pourquoi il faut produire du biogaz? En fait, quand on parle de gaz et de biogaz, il y a un élément essentiel dont personne parle, c'est la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, je m'excuse. Voilà. En fait, il y a un énorme écart de consommation entre l'été et l'hiver. Et quand on parle d'énergie, ça, c'est un point qu'on aborde très peu.
Et le gaz ou le biométhane a cette particularité d'être une énergie stockable en très grande quantité. En France, on stocke à peu près un quart de la consommation annuelle dans des stockages souterrains. Et c'est parce qu'on est capable de stocker un quart de notre consommation annuelle que c'est une énergie qui permet de faire la courbe qu'on voit d'un écart de x4 entre l'été et l'hiver. Et en fait, ça, c'est un élément essentiel quand on parle d'énergie. Et c'est ça qui fait que le gaz, c'est une énergie dont on ne pourra pas se passer. Par contre, elle a un défaut, c'est qu'elle est carbonée. Et donc, l'idée, c'est de la remplacer petit à petit, le gaz fossile, par du biométhane. Parce que c'est stockable en très grande quantité. Vraiment, s'il y a un truc qu'il faut retenir quand on parle des débats autour de l'énergie, on en parle, je trouve, pas assez, c'est l'énergie qu'on produit, est-ce qu'elle est stockable et est-ce qu'on peut la déstocker à la demande quand on en a besoin. Et quand on est dans un pays très thermosensible, avec un climat comme le nôtre, il faut une énergie qu'on peut déstocker en très grande quantité entre l'été et l'hiver.